Voilà, donc je vous propose qu'on commence du coup ce deuxième webinaire d'Iviatic. Donc Iviatic, c'est le programme du pôle de compétitivité e-trans qui est consacré à l'accompagnement des démarches et des projets d'innovation dans le domaine des mobilités. Alors notre sujet du jour, un vaste sujet, le vélo. On a vu qu'il y avait un engouement massif depuis quelques années, encore plus suite à la pandémie, hein, avec le développement d'infrastructures cyclables. Alors au début temporaire, pas mal qui ont été pérennisés. Le boom d'achat des vélos avec voilà, parfois des problématiques de rupture de stock, de pénurie de vélos et des délais parfois longs aux commandes. Et une ambition affichée au niveau de l'État assez forte dans le plan vélo qui a été lancé en 2018, hein, qui vise à tripler la part modale du vélo dans les déplacements quotidiens, donc est de passer de 3 à 9%. Donc l'objet du jour, voilà, c'est de pouvoir voir un peu aborder le système vélo au travers du prisme de trois types d'acteurs différents, de voir comment on le structure, comment on fédère ce système vélo afin de diffuser les bonnes pratiques. Un deuxième volet, du coup le côté plus associatif, hein, avec l'association Droit au vélo, Judicaël Potonec, coordinateur au CREM, et Mathias Vado, animateur cartographe, qui viendront parler de leurs actions auprès des collectivités, auprès des citoyens et également de leurs outils collaboratifs. Bonjour à toutes et tous. Donc on va faire cette présentation-là à deux voix. Je vais vous parler d'une présentation du fonctionnement et surtout des objectifs poursuivis par l'association Droit au vélo, et je serai relayé par mon collègue Mathias Vado qui vous parlera plus précisément de nos outils cartographiques. Donc l'association Droit au vélo, c'est une association d'usagers du vélo au quotidien qui cherche à promouvoir le vélo comme mode de déplacement, donc pour tous les usages, hein, que ce soit pour faire des courses, emmener les enfants à l'école, aller au travail, etc. Donc on n'est pas sur le volet sportif, mais bien sur le déplacement au quotidien. Et alors je n'arrive pas à faire défiler le diapo, je ne sais pas si… Merci. Donc on va bientôt fêter nos 40 ans, donc commence à être une ancienne association, donc principalement présente sur l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, même si pour certaines activités dont la cartographie qu'on évoquera après, on est présent à l'échelle des Hauts-de-France. Donc le siège de l'association est basé à Lille, mais en fait on s'appuie sur nos adhérents bénévoles pour constituer des antennes sur la plupart des villes importantes de la région, enfin importantes ou moins importantes parfois, et on a ce qu'on appelle des correspondants locaux. Donc on a une grosse soixantaine de correspondants locaux un petit peu partout dans le Nord et le Pas-de-Calais qui sont nos liens avec les collectivités avec lesquelles on travaille. On peut passer à la suivante. Tu as la main, Judith. D'accord, merci. Donc petit à petit, comme on souhaite qu'il y ait un maximum d'aménagements cyclables qui soient mis en place, on a essayé de mettre en place des partenariats qu'on voulait constructifs avec beaucoup de partenaires institutionnels dont vous avez la liste ici, hein. Je vais pas tous les lister, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez différentes échelles de compétences et de territoires. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des partenariats avec le conseil régional ou des organismes d'État, hein, comme l'ADEME, l'ADREAL, Hauts-de-France Mobilité qui nous soutient sur la partie cartographique, avec les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais, et aussi de nombreux partenariats avec des agglomérations, des intercommunalités, et de plus en plus aussi avec des communes. Donc avec l'ensemble de ces partenaires, on travaille pour essayer, chacune à leur échelle, de travailler à leur côté pour mettre en place leur politique vélo. Donc avec la plupart de ces partenaires, on a mis en place des conventions qui définissent un peu le rôle de chacun et comment nous, on peut les soutenir dans leur politique. Vous avez une petite présentation des grandes lignes de ces conventions. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on conclut un partenariat avec une collectivité, nous, on s'engage à participer à tous les travaux de concertation qui peuvent se faire en amont de projets d'aménagement sur la voirie, notamment. On remet notre avis, hein, sous forme
d'études, soit en participant directement à ce qu'on appelle des groupes de travail vélo, et on contribue localement à toutes les actions de promotion du vélo, que ce soit des actions événementielles, des actions d'éducation au vélo vers le public scolaire ou adulte. On est associé à toutes les actions vélo qui sont faites sur ces territoires, et en contrepartie, la collectivité nous associe à tous ces travaux, à toutes ces actions liées au vélo, à toutes ces rencontres, et nous soutient financièrement sur des hauteurs qui diffèrent d'une collectivité à l'autre. Donc l'idée, c'est d'être vraiment sur des partenariats de long terme avec ces collectivités. Alors, je précise tout de suite que là, je mets l'accent sur le lien qu'on a avec les collectivités, mais que je sais que parmi les participants, il y a plusieurs représentants d'entreprises et qu'on peut travailler aussi avec les entreprises pour développer des actions vélo auprès de leurs salariés, bien sûr. Alors, le grand principe qu'on défend pour promouvoir le vélo, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le système vélo. Alors, le système vélo, ça veut dire qu'en fait, pour promouvoir le vélo, il y a plusieurs étapes qui sont complémentaires et qui peuvent vraiment pas être prises individuellement. C'est-à-dire que de la même façon que pour développer la voiture, on a besoin de routes, de stations-service, de garages, eh ben, c'est la même chose pour le vélo. C'est-à-dire que si vous faites des aménagements cyclables sur la voirie, ça ne va pas forcément suffire. C'est à compléter par des services qui vont faciliter la vie des cyclistes et aussi des actions de communication et de promotion auprès des habitants pour leur donner envie de passer au vélo. Voilà, donc ces trois piliers-là sont vraiment complémentaires et indispensables pour réussir à développer le vélo sur un territoire. Alors, je vais développer un peu ces trois axes. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques sur les questions d'aménagement de voirie, mais on a cette compétence en interne de l'association. Mais ce qui est important en termes d'aménagement pour nous, c'est d'arriver à ce que les itinéraires soient lisibles pour les cyclistes et soient sécurisés et continus. C'est-à-dire que vous avez sans doute déjà vu des endroits où on a des belles bandes cyclables, des belles pistes cyclables et qui s'arrêtent d'un coup dès qu'on arrive à une intersection. Et si cette intersection n'est pas bien traitée, bah, ça suffit à ce que ce soit rédhibitoire pour la pratique du vélo au quotidien de certains cyclistes. Donc la question de la lisibilité, ça va être aussi une signalétique spécifique aux cyclistes, du marquage spécifique aux cyclistes comme vous le voyez sur la photo du bas où on va bien voir la traversée cycliste avec une couleur particulière et des gros logos qui montrent comment le cycliste peut se diriger pour que ce soit au maximum intuitif. Voilà, donc ce qui va être important aussi de notre point de vue, c'est vraiment de traiter tout ce qu'on appelle les points durs, c'est-à-dire les endroits qui sur un itinéraire vont parfois être considérés comme plus dangereux, moins sécurisants pour les cyclistes. Je pense notamment aux traversées au-dessus des voies d'eau, sous les grosses routes ou sous les voies ferrées. Donc vous avez par exemple sur la photo en haut à gauche ce qu'on appelle un chaussidou, une chaussée à voie centrale banalisée qui définit des couloirs dédiés aux cyclistes et où les voitures ne peuvent pas empiéter pour laisser passer les cyclistes. On espère pouvoir développer par la suite aussi ce qu'on appelle les vélorues, qu'on trouve beaucoup dans les Flandres belges, où le principe est que les automobilistes ne puissent pas doubler les cyclistes et que le cycliste peut prendre toute sa place. Il y a l'idée aussi de pouvoir fermer, quand c'est possible, des voies où il y a assez peu de transit, qui sont généralement dédiées plutôt à des chemins agricoles et qui, du coup, sont des bonnes parallèles aux voies où il y a beaucoup de trafic. C'est la suivante. Alors, au-delà des aménagements sur la voirie, ce qui est important, c'est de pouvoir donc développer aussi des services et notamment le stationnement. Et je pense au stationnement qui soit sécurisé, surtout pour des arrêts assez longs. Parce que le fait de ne pas pouvoir stationner son vélo en sécurité, c'est un vrai frein à l'usage du vélo, parce qu'il y a énormément de vélos qui sont volés chaque année en France. Et ça suffit parce que certaines personnes n'osent pas utiliser le vélo au quotidien. Donc, plus c'est sécurisé, plus c'est couvert et plus ça sera utilisé par les cyclistes.
Voilà, alors d'autres types de services, ça va être des ateliers d'aide à la réparation où on apprend soi-même à réparer son vélo avec l'aide de mécaniciens bénévoles, des endroits où on va apprendre à faire du vélo, parce que beaucoup de gens ne savent pas faire de vélo et ont besoin de vélo-école, ou alors savent en faire mais ont besoin d'être mis en confiance, notamment par le biais d'actions de type remise en selle, que on peut animer. Ce qui va aider aussi, c'est la possibilité d'avoir accès à des vélos en courte et en location de courte et longue durée. C'est notamment intéressant pour pouvoir tester pendant quelque temps des vélos à assistance électrique, par exemple, avant de passer à l'achat. De pouvoir faciliter au maximum par le stationnement et par l'embarquement l'intermodalité entre le vélo et les transports en commun. Donc, je pense au bus et au train, principalement. Et puis toute une série d'incitations financières qui peuvent être mises en place par les collectivités ou par les entreprises vers leurs salariés pour encourager la pratique du vélo. Donc ça peut être des aides à l'achat de vélos directement ou même l'aide à l'achat d'accessoires comme le font certaines collectivités. Au-delà des services, c'est important de mettre en place toutes des actions de communication et de promotion du vélo vers le public, donc en organisant des événementiels à échéances régulières, hein, des balades, des fêtes du vélo, des actions de sensibilisation à l'importance d'être bien éclairé, au marquage de vélo contre le vol avec le système Bicicode par exemple. Et ce qui va être intéressant aussi à l'échelle d'une collectivité, c'est de mettre en place des au vélo, notamment si le public scolaire. C'est important de pouvoir le toucher. Il y a d'ailleurs le savoir rouler à vélo à l'école qui se développe progressivement sur les communes et qui peuvent être pris c'est une question qui peut être prise de manière beaucoup plus globale en l'intégrant dans le cadre d'un plan de déplacement scolaire ou d'un plan de déplacement entreprise ou plan de déplacement administration d'ailleurs, et de le mêler à d'autres modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Alors, j'ai parlé des points durs tout à l'heure. Là, vous avez un exemple d'une carte qui représente les points durs qu'on a pu identifier sur la métropole lilloise. Donc, cette diapo, c'était surtout pour rappeler que tout ce que j'indiquais dans le système vélo, c'est important de pouvoir le planifier sur plusieurs années et d'inscrire tout ça à l'intérieur ce qu'on va appeler un schéma directeur cyclable, un schéma directeur vélo, qui peut être élargi d'ailleurs aux modes actifs, hein, au sens large, et d'éviter de prendre séparément les aménagements, les services, les actions de communication, mais bien avoir une politique globale par rapport à ça. Voilà, et donc par rapport au système vélo, j'en profite pour vous signaler l'apparition récente d'un guide de l'ADEME qui vous donnera tous les conseils, toutes les étapes et des retours d'expérience intéressants de collectivités dans la région pour développer le système vélo à l'échelle de votre territoire. Voilà, sachant qu'il y a des appels à projets qui sont publiés, enfin il y en a eu cette année et je pense qu'ils devraient être relancés l'an prochain, qui s'appelle Vélo et territoire par l'ADEME, qui peut être une bonne façon de mettre le pied à l'étrier d'une collectivité pour se lancer dans une politique vélo en cofinançant des études, des actions de communication, de promotion, et ça peut aller jusqu'à le recrutement de chargés de mission vélo sur la. Alors pour la suite, je vais passer la main à mon collègue Mathias. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, je vais vous parler de la mission de cartographie qu'on mène avec donc Hauts-de-France Mobilité, donc en fait qui nous a missionné pour du coup collecter l'ensemble des informations liées au vélo dans le territoire de France. Donc en fait, on a mis en place deux cartes, une carte dite de cyclabilité et une carte donc carto de vélo, une carte d'aménagement et d'itinéraire cyclable. Alors par contre, je lui dis faut que tu me... Ouais, faut que tu fasses la...
Voilà. Du coup, donc cette première carte donc des aménagements cyclables donc permet vraiment de voir en détail en fait l'ensemble des aménagements qui peut exister sur le territoire de manière très détaillée. Donc on voit vraiment tous les types, que ce soit des pistes, des bandes, des couloirs bus, des doubles sens cyclables, et on peut voir aussi de quel côté de la chaussée finalement est placé l'aménagement cyclable, et donc du coup ça permet de voir finalement les discontinuités qu'il peut y avoir comme ça sur le territoire. Donc en fait, cette carte est en fait le fond de carte cyclo-osm.org qui en fait a été créé par la communauté OpenStreetMap France. Et voilà. Et donc du coup, ces données donc proviennent d'OpenStreetMap, donc qui est en fait effectivement une base de données libre. Donc une base de données géographique libre qui permet du coup de recenser voilà tout ce qui peut exister. Et donc nous en fait on y contribue activement pour mettre à jour tout ce qui est aménagement cyclable. Donc en fait on fait surtout une veille sur tout ce qui est aménagement cyclable en se basant du coup sur les retours que nous font les techniciens des collectivités, mais aussi avec la presse régionale, et bien sûr du coup avec tout notre réseau d'adhérents, de correspondants locaux et du coup des associations partenaires qui nous font aussi remonter l'avancée des aménagements cyclables sur leur territoire. Et donc ces contributions se font sur des règles du coup qui sont élaborées par la communauté OpenStreetMap, et toutes ces règles en fait on peut le retrouver sur le wiki qui est dédié du coup à ces règles OpenStreetMap, donc c'est wiki.openstreetmap, et donc on retrouve selon les thématiques toutes les règles de contribution. Voilà. Ouais, donc les données OpenStreetMap, en fait, elles sont utilisées dans quasiment tous les calculateurs d'itinéraires vélo, enfin, du moins ceux qui sont assez connus. Hein, donc, je pense à Komoot, à GeoVélo, voilà, à Graph-Hopper et bien d'autres, en fait. Donc, d'où l'importance, en fait, de mettre à jour les données OpenStreetMap. Donc, ce sont aussi des données qui sont réutilisables, qu'on peut télécharger facilement, notamment du coup avec un outil dédié qui s'appelle Overpass Turbo. Donc là, par exemple, là, sur la slide, on voit tous les doubles sens cyclables sur Saint-Omer. Voilà, donc ça permet de faire des requêtes assez rapides. Il y a Geodatamine aussi, qui est un site qui permet de récupérer des jeux de données et donc les aménagements cyclables. Et donc justement, donc un petit mot aussi sur le schéma de données d'aménagement cyclable qui a été mis en place en 2020 du coup, via un groupe de travail du coup par DataGouv, donc qui est en fait un organisme qui fait de l'open data du coup au niveau de l'État. Et donc l'idée, c'était de mettre en place des règles finalement pour les collectivités pour retranscrire de la même manière les aménagements cyclables. Et donc OpenStreetMap, c'est un peu la base, on va dire, de ces règles de retranscription des informations. Voilà. Donc avec une base de données OpenStreetMap, on arrive facilement à retrouver un schéma d'aménagement cyclable. Voilà. Donc sur Carto droit au vélo, on retranscrit aussi tout ce qui est POI, donc point d'intérêt, comme donc les garages sécurisés, donc on les recense. Tout ce qui est magasin, loueur de vélo, les ateliers d'aide à la réparation, etc. Et aussi, on a tout le réseau de véloroutes et voies vertes de la région que l'on met à jour en fonction des types de voies vertes qui sont mises en place. Et donc, ça permet aussi de voir les discontinuités, les avancées, et on fait aussi un descriptif des différentes sections. Et donc, on a aussi une carte dite de cyclabilité. Donc là, ça va être une carte plus subjective, finalement, par rapport aux éléments objectifs qu'on ressent sur la première carte. Donc là, c'est vraiment le fait de représenter l'accessibilité réelle à vélo des voies de la région.
Donc pour ça, en fait, on va évaluer du coup la cyclabilité, voilà, donc par rapport au ressenti de l'usager, parce que finalement, un aménagement cyclable n'est pas forcément ressenti comme étant sécurisant par les cyclistes, et au contraire, il y a des routes qui peuvent être voilà, très peu empruntées par les voitures, et donc du coup, qui peuvent être très agréables à vélo, mais pour autant qui ne sont pas forcément connus comme tels et pas recensés comme tels. Donc c'est l'idée de la carte, c'est de vraiment de représenter cette accessibilité réelle à vélo. Donc pour ça, on a une grille de lecture en fait, et donc avec des critères. Voilà, donc le premier, c'est vraiment la présence d'aménagements cyclables. Donc est-ce que ces aménagements sont lisibles et sont adaptés à la situation? Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, ça va être la densité et le trafic et la vitesse du trafic automobile. Est-ce que c'est un trafic important? Est-ce que voilà, on est sur une circulation beaucoup plus apaisée? Forcément, ça joue sur le ressenti du cycliste. Et troisièmement, ça va être la qualité du revêtement. Est-ce qu'on est sur quelque chose de qualitatif et de très roulant, lisse, ou voilà, au contraire, on est sur quelque chose de complètement impraticable. Et donc voilà, du coup, cette grille de lecture permet finalement de donner une note et de se dire, ben, au vu des aménagements cyclables, du trafic automobile et de la qualité du revêtement, je donnerais plutôt cette note. Voilà, donc du coup, on a 5 notes, voilà, qui va de très cyclable à dangereux, impraticable. Voilà, donc on peut donner sur cet outil, et donc on a des notes par défaut en fonction des données OpenStreetMap qui ont été recensées du coup. Et donc si on est sur une voie avec un aménagement cyclable, voilà, on va le conseiller par défaut. Si on est sur une rue résidentielle, on va lui donner une note de 3, praticable, voilà, mais peut-être désagréable. Et tout ce qui est voilà, route structurante ou encore route vraiment axes principaux, là, voilà, ça sera vraiment inadapté aux cyclistes. Voilà, donc après le fonctionnement de l'outil, c'est qu'on clique en fait sur une voie et on voit en fait le nombre de votes qui ont été donnés, et à ce moment-là, on peut donner sa note et éventuellement la direction de l'axe, voilà, pour lequel on veut mettre la note. On organise des ateliers du coup avec nos adhérents. Voilà, donc on invite comme ça les cyclistes à donner leur avis sur le territoire. Après, on travaille maintenant beaucoup avec nos correspondants locaux en faisant des réunions internes pour voir vraiment globalement l'ensemble du territoire et avoir une vision globale que l'ADA donne. Voilà. On est aujourd'hui un petit peu plus sur des réunions internes, mais en tout cas, voilà, on continue quand même à faire ce type d'événement. Et du coup, toutes ces données en fait permettent d'alimenter le calculateur d'itinéraire Hauts-de-France Mobilité, donc passepasse.fr. Voilà, donc du coup, le calculateur est en ligne. Alors là, c'est en phase de test. On a encore des améliorations à apporter, mais en tout cas, le projet avance bien. Donc, voilà. Merci beaucoup Mathias et Julie-Kaël pour votre présentation. Du coup, effectivement, la carte de cyclabilité, elle existe à l'échelle des Hauts-de-France. C'est pas uniquement autour de la métropole lilloise ou du Nord. C'est vraiment, enfin voilà, parce que là, la question n'est pas anodine puisque la présentation d'après est vraiment située au sud de la région. Voilà, est-ce que c'est aussi des choses qu'on peut retrouver sur ces territoires-là? Oui, tout à fait. Ouais. On l'a mis à l'échelle des Hauts-de-France et du coup, on travaille avec nos associations partenaires du coup pour collecter ces informations.